Le comité mémoire est né sous l'impulsion du directeur de l'époque, c'était en 2013, Stéphane Rémy. Et j'ai reçu une belle lettre un jour en me disant que j'avais été désigné par la commission de l'aumônerie protestante aux armées pour le présider. Alors j'ai pris la charge et c'était donc avant l'entrée dans le centenaire de 14-18. C'était aussi en 2013 et il se passait aussi une chose, on envisageait aussi de se rappeler, de se remémorer, en particulier la libération de la France en 1944 avec les 2 débarquements. Alors ce mot mémoire a quand même une importance. Et je crois qu'à nous qui avons des convictions chrétiennes, c'est dans l'Évangile. Qu'a dit le Christ? Faites ceci en mémoire de moi. Et je crois que faire mémoire, c'est pas se replonger non plus, ressasser de vieilles lunes ou de vieilles lanternes, mais c'est aussi se persuader que se remémorer ces choses-là, c'est surtout de façon à ce que certains événements dramatiques ne s'effacent pas de notre mémoire, et il est nécessaire de les commémorer. D'ailleurs, si l'on consulte sur Internet un site qui est géré par, je crois, ce qui était à l'époque le secrétariat d'État aux anciens combattants, ce site s'appelait « Mémoire des hommes ». Donc la mémoire est nécessaire et il est nécessaire de commémorer. Je me souviens, quand j'avais 18 ans, ça fait déjà un certain temps, j'avais vu un film, quand j'étais au lycée, de Cécile Aubry, qui était un film de montage sur la guerre de 14, qui s'intitulait tout banalement 14-18. Et le film se terminait par la photo d'un poilu avec le casque Adrien sur la tête, et il y avait une voix off qui disait « Je me suis battu pour que mes enfants ne revoient jamais ça ». Il y avait un fondu enchaîné ensuite, et on voyait Hitler qui défilait victorieux dans Berlin. Et le film, la fin. Donc je crois qu'il est nécessaire de rappeler tout ça. Alors est arrivé l'année 14, rassurez-vous, je vais aller très rapidement dans le temps, et nous avons été invités, mon collègue Paul Muller, qui est l'aumônier concordataire à Strasbourg, dont je suis en quelque sorte le vicaire, et nous avons été invités à nous rendre à Vienne au titre des aumôneries d'Europe centrale. Alors je m'en suis ouvert un jour à un de mes amis qui est le traducteur des œuvres d'Albert Schweitzer, Jean-Paul Sorgue. Je lui ai dit, mais dites-moi, Europe centrale, l'Alsace, Europe centrale. Et il a répondu en souriant, mais savez-vous, là où on cultive le réfort, c'est l'Europe centrale. Et la culture du réfort s'arrête au pied des Vosges, côté alsacien, bien sûr. Donc nous sommes rendus à Vienne. Et là, nous avons eu un cycle de conférences qui était remarquable, fait par le directeur du musée d'histoire de l'armée autrichienne. Et il a employé cette expression qui m'a frappé. Il a employé la grande guerre, la guerre de 14-18, c'est véritablement ein Weltbrand, c'est-à-dire un incendie mondial. Et c'était, ensuite on s'est retrouvés
On nous a emmenés au château d'Arstetten, qui n'est pas très loin de l'abbaye de Melk, au bord du Danube. Et dans ce château, il y a une crypte. Et dans la dite crypte sont inhumés l'archiduc François Ferdinand et son épouse Sophie, victime de l'attentat de Sarajevo. Et l'aumônier en chef de l'armée autrichienne, Michael Lattinger, que vous avez dû rencontrer, François, nous a invités à un moment de méditation où chacun de nous, nous avons déposé sur l'autel, excusez, on est luthérien, une petite bougie. Et ensuite, on a prié pour les deux victimes, bien sûr, de l'attentat de Sarajevo, mais surtout pour les 20 millions de morts que cet attentat de Sarajevo, du fait des alliances, avait déclenché. Alors, quand j'ai réuni la première fois le comité mémoire, j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va rechercher et on va écrire. C'est ainsi qu'on a pu se pencher sur le ministère de Victor Rivet, qui était pasteur à Lyon, qui a traversé toute la guerre, depuis les Vosges, en passant par Verdun et en terminant au Chemin des Dames. C'est ainsi qu'on s'est penché aussi sur le Daniel Saintenac. Il y a un panneau qui évoque sa mémoire, qui lui, en allant porter secours, parce que les aumôniers étaient aussi engagés dans le service de santé et étaient brancardiers. Il faut savoir qu'en 14-18, les pertes du service de santé étaient équivalentes à celles de l'infanterie. Alors heureusement que je n'étais pas tout seul dans ce comité mémoire. Il y a quelqu'un qui m'a fait, mais il n'est pas là aujourd'hui, et je le regrette profondément, c'est Philippe Lutz, de la paroisse du Vésinet, qui a écrit un joli papier sur Léon Péric, qui a fait sa guerre de 14, il a commencé à l'âge de plus de 40 ans, et il l'a fait aux Dardanelles et en Orient. Et ensuite, il est revenu à la paroisse du Vésinet, et de la paroisse du Vésinet, comme il avait un attrait peut-être pour les colonies, il est allé en Cochinchine, et où il est décédé, et il a été inhumé à Dalat, près d'une chapelle. Je vois qu'il y a un membre de l'Armée du Salut ici, et je tiens aussi à remercier l'Armée du Salut qui a participé par l'intermédiaire de Marc Muller-Bohenlé à la réalisation d'un panneau que vous découvrirez et qui est pour moi très touchant, où on voit un salutiste en train de conduire une motocyclette et en train de ramener un blessé dans un hôpital de l'Avent. Alors je n'étais pas tout seul pour réaliser ça, et on s'est posé la question de savoir comment on pouvait marquer l'événement qui, je crois, a été majeur, Protestant en fête 2017. On a réussi à avoir le local où on a exposé, la chapelle de Saint-Guillaume. À l'époque, il y avait encore les gisants. On s'est dit, c'est pas mal. Et on a réalisé cette exposition en 12 tableaux, comme vous le verrez tout à l'heure. Et tout le comité a œuvré pour construire cette réalisation. C'est pas moi, hein, c'est le comité. Et là, je tiens à remercier, mais il ne m'entend pas, parce qu'il n'est pas là, mais quelqu'un de remarquable que j'ai eu au téléphone, pas plus tard qu'avant-hier, c'est Paul Linhart, de la Société d'histoire du protestantisme français. Plus de 90 ans, il vient de changer de voiture, donc il va très bien. Mais il m'a dit qu'il était fatigué, donc il ne pouvait pas venir. J'ai aussi
autour de la table du comité mémoire Odile Jurbert, qui a fait partie, qui était la conservatrice du service historique de la Défense. Et si je n'avais pas visité avec Odile Jurbert un soir, tardivement, je crois que Nelly était avec moi ce soir-là, l'exposition qu'elle avait réalisée sur la guerre de 14, eh bien, je n'avais pas pris conscience qu'il fallait des panneaux largement suffisants pour pouvoir être lus. Et Odile Jurbert m'a dit, surtout, mettez de l'iconographie, mais pas trop de texte. Et il y a eu aussi, et il y tenait beaucoup, mais il nous a écrit que les délais d'alerte, en bon militaire qu'il est, étaient trop courts pour qu'il puisse nous rejoindre. C'est le général Jean-François Descurie, Collot Descurie, qui a voulu réaliser, pour 1917, un historique de la bataille de la Malmaison. Et je le réalisais ce matin dans le train, en venant vous rejoindre, qui est remarquable, où on s'aperçoit qu'à cette bataille de la Malmaison, eh bien, en fait, on a su faire économie d'hommes et on a su faire aussi une gestion des blessés qui a été beaucoup plus efficace qu'avant. Il y a Kim Gors, l'inévitable Kim, mais qui n'est pas là, mais qui, lui, a réalisé le panneau des troupes coloniales. Daniel Revax, qui est à Bordeaux maintenant, lequel nous a écrit un mail en disant que, pour des raisons familiales, il ne pouvait pas être des nôtres. Alors après, donc nous avons fait cette exposition, nous l'avons réalisée, comme Étienne vient de vous le dire, cette exposition voyage. Et en plus, cette exposition m'a valu d'être l'objet d'une dénonciation. Je m'explique. Elle a été visitée à Saint-Guillaume par environ 300 personnes. Et j'ai reçu un mail, quelque temps après, du chancelier de l'archevêché de Strasbourg, qui me demandait si je pouvais passer le voir. Qu'il avait entendu parler de l'exposition par un professeur d'histoire au collège épiscopal Saint-Étienne. Donc je suis allé rencontrer ce prêtre, chancelier de l'archidiocèse, chanoine de son état, qui m'a dit, il paraît que vous avez fait quelque chose de bien. Est-ce que vous pourriez pas être la cheville ouvrière d'une exposition pour les aumôniers catholiques? Alors je lui ai pas dit combien il me donnait, mais je lui ai dit pourquoi pas, après tout. Puisqu'en Alsace, non, autant en 14-18, je pense que je le redirai peut-être, il y a eu un œcuménisme des tranchées, ça c'est certain. Le professeur Didier Botton, qui enseignait à Poitiers, et que j'avais entendu une fois à La Rochelle, et dans un documentaire aussi tourné par France 2, Le Jour du Seigneur, où il intervenait pour l'histoire de La Rochelle protestante, disait que c'est dans les tranchées qu'il y a eu le premier mouvement œcuménique, et je dirais même le premier mouvement, après tout, c'est minime, mais interreligieux. J'ai relu dernièrement un bouquin que m'a transmis ma belle-mère, de Georges Duhamel, qui était médecin dans les hôpitaux militaires en 14-18. Et dans ce livre, intitulé « La vie des martyrs », il raconte comment un turco, un tirailleur, est venu trouver deux curés, et on dit, voilà, il y a mon copain, il est arabe, il est musulman, il est mort, il est sous la charrette, on ne va pas le laisser comme ça, au moins qu'il ne passe pas la nuit comme ça, est-ce que vous pourriez faire quelque chose? Et l'un des prêtres a dit, mettez-le à l'église, c'est sa place, c'est la maison de Dieu.
Donc déjà, il y avait une émergence. Alors tout ça m'a permis de découvrir des tas de choses. Et maintenant, je me dis en moi-même, le comité mémoire, on n'a pris aucune décision, n'est-ce pas Étienne? Alors est-ce qu'on doit l'euthanasier, comme on dit chez mes confrères, ou on doit au contraire réfléchir à poursuivre pas cette enquête, mais ce travail de mémoire qui est important. Et pour preuve, j'ai participé il y a 2 ans, il y aura 2 ans à l'été prochain, à un voyage d'études organisé par la faculté de Strasbourg sur les pas de Magda Trocmé. Magda Trocmé étant l'épouse du pasteur André Trocmé qui, au Chambon-sur-Lignon, a protégé les Juifs. Et j'ai rencontré la fille du pasteur Deleuze. Ah, elle a un nom que j'ai retenu, un prénom que j'ai retenu, elle s'appelle Oviette. Et Oviette Deleuze, épouse du Bedou maintenant, qui habite dans le coin de Lyon, je crois, m'a raconté des choses sur son père extraordinaires, parce que le pasteur Deleuze a été aumônier militaire en 1944, en Indochine. Bon, Paul Linhart, il aurait des choses extraordinaires à raconter. Quand il a dit au téléphone l'autre jour, j'ai 90 ans, j'ai été aumônier en Algérie, et un jour j'ai été convoqué par le colonel Godard, qui était, ma foi, plus qu'Algérie française, puisqu'ensuite il a été l'un des organisateurs de l'OS. Et il l'a convoqué pour lui dire « Monsieur le pasteur, vous m'emmerdez ». Et Paul Linhart lui a répondu « Je vous emmerde, mais je n'ai pas autre chose à vous dire ». C'était tout simplement, comme on dirait en langage élégant, c'était s'interdire des actes dégradants pour la personne humaine. Et ça, moi, j'y tiens personnellement, puisque dans ma carrière militaire comme médecin, j'ai été l'un des rédacteurs du code de déontologie des médecins des armées, dans lequel nous avons voulu que figure dans notre code comme quoi on s'interdirait de participer directement ou indirectement à des actes dégradants pour la personne humaine. Alors donc le comité de mémoire, des anciens peuvent écrire, des enfants d'anciens peuvent témoigner, et je pense que on peut le laisser dormir tranquillement, tant qu'on n'a pas de... Mais le laisser dormir pas trop longtemps. Je crois qu'il faut qu'on se fixe d'autres objectifs, et je compte en particulier sur ceux qui m'ont aidé dans cette tâche pour qu'ils, à nouveau, on se rejoigne, on réfléchisse, pas trop longtemps, et puis on puisse encore témoigner. Je vous remercie.